Par contre, quand c'est un choc, et qu'on sait que c'est juste un choc hypovolamique sans CMA actif, je pense que c'est ce que Pascal a projeté. Faire un bolus et après continuer, je crois, la transfusion à 10 ml sur les 3 à 4 heures. Non, peut-être 3 à 4 heures, comme il dit. Bon, peut-être maximum sur 3 heures, sur 2-3 heures, je dirais. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle de choc, il y a une urgence à restaurer une volémie. Donc, le flash dont elle parle, en fait, c'est comme faire une intraveineuse lente, hein? C'est-à-dire pousser la seringue. Il est arrivé des situations où on pousse carrément la seringue, hein? On est en face de l'enfant et on pousse, au moins pour lever le choc, et ensuite donner l'autre partie sur 2-3 heures. Mais effectivement, d'emblée, parler de 10 ml en 3-4 heures, ça peut être très, très, très long pour la prise en charge d'un choc. Sachant que le bolus de sérum salé qui est donné initialement a pour but de lever le choc. Donc, soit vous avez tout de suite du sang, vous mettez le sang en flash, mais si vous avez mis du sérum salé et que vous avez restauré une volémie, vous pouvez y aller plus progressivement sur la transfusion. Mais ce n'est pas un bolus de salé et un flash en même temps. Donc, il faut faire attention à ces diapos parce qu'elle, dans sa diapositive, elle a mis bolus de sérum salé d'abord et puis transfusion en urgence. Donc, elle considère que le flash dont vous parlez, elle l'a fait avec le bolus de sérum salé. Mais la situation dont vous parlez, où on a le sang tout de suite, ce n'est pas le plus fréquent. Le plus fréquent, c'est qu'on va commander du sang et en attendant, on utilise le sérum salé. Vous comprenez? Donc, quand on a levé le choc, qu'on a restauré une volémie, qu'on a levé le choc, on n'a pas besoin, quand le sang arrive, de pousser le sang, comme dans une hémorragie. En ce moment-là, on démarre la transfusion et on transfuse sur 3 heures. Mais on suppose que après avoir restauré la volémie avec le sérum salé, on a pu diminuer les signes de choc. Abdul Aziz, est-ce que tu peux intervenir par rapport à la pratique sur cette question? Bon, j'ai pas été confronté à une situation de ce genre, mais ce que j'ai retenu, c'est ce que vous venez de dire en fait. Voilà, dans ma lecture, c'est ce que j'ai pu trouver. Sohna Lam, c'est bon? Oui. D'accord. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Oui, mais en fait, c'est parce que nous n'avons jamais de sang en réserve. Mais dans les vraies unités de néonatologie, il y a des poches de sang qui sont là disponibles, hein. Donc, quand vous avez un choc, rapidement, vous prenez le sang et puis... Mais parfois, le sang sort juste du frais. On ne peut pas tout de suite démarrer la transfusion avec... Et en ce moment-là, vous faites vous faites un bolus de sérum salé pour restaurer la volémie. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, Lilia? Bonjour, professeur. Merci, docteur Pascal et son équipe pour la présentation. Je voudrais revenir sur le choc hémorragique. J'aimerais savoir, dans la pratique courante, ici au Sénégal, on n'utilise pas trop le génoplasma. Est-ce qu'il y a une contre-indication ou c'est parce que ce n'est pas disponible? Je pense que c'est plus un problème de disponibilité, hein. On utilise ce qui est disponible, hein, en réalité. Peut-être c'est plutôt ça. Mais je ne pense pas qu'il y ait une contre-indication. C'est vrai que moi, j'en ai pas l'expérience en utilisation en néonatologie. Mais j'en ai jamais vu non plus ici. J'en ai jamais vu. Je ne sais pas si vous l'utilisez, vous, Abdul Aziz, quand tu as fait ton stage de néonat? Non, on n'a pas eu à utiliser ça. Non, non. Seulement en fait, le temps de passer la commande au niveau de la banque de sang pour qu'il soit conditionné, RTT et TMV négatif et tout ce qui va avec, il y a un délai assez long, ce qui fait que c'est toujours très difficile de pouvoir l'incruster dans une prise en charge en urgence. Mais Liliane, tu en parles parce que tu as l'expérience de ça? Bon, au pays, chez nous, on avait l'habitude d'utiliser plutôt le gélo en attendant l'arrivée du sang. Parce que vous l'aviez dit. Plutôt qu'avec le salé, on faisait un bolus de gélo parce que ça a aussi une meilleure expansion volémique en attendant que le sang soit prêt.
Moi, j'ai vraiment pas de l'expérience de son utilisation, mais il n'y a pas de contre-indication. C'est juste un problème peut-être de disponibilité. Et le sérum salé marche. Hein. D'accord, d'accord. Pour lever le choc, le sérum salé marche, mais bien sûr, pas pour, c'est-à-dire un traitement de l'hypovolémie en urgence. Mais il faut quand même derrière rapidement avoir le sang pour transfuser l'enfant aussi, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y a un problème de restaurer la volémie, mais également assez d'hémoglobine pour le transport de l'oxygène, donc pour que les échanges gazeux puissent se faire correctement. Donc, ce n'est qu'un traitement d'attente, en fait. Mais moi, je n'en ai pas l'expérience, en honnêteté. Je n'en ai pas l'expérience, oui. Est-ce qu'il y a d'autres... Au pays, d'ailleurs, tu es d'où, Liliane? Du Congo? Du Cameroun. Du Cameroun, oui, oui, non, j'ai vu ton nom de famille. Je pense que c'est bien Cameroun. D'accord, OK. Il y a Moudoué qui demande, qui lève la main. Moudoué. Bonjour, professeur. Oui, bonjour. Bonjour, chers collègues. Merci, Pascal, pour la présentation. En fait, j'aimerais revenir sur l'avant-dernier diapo qui parle de la supplémentation systématique. Oui, d'accord. Qui parle de la supplémentation systématique en fer. Ouais. En premier semestre, on avait fait le module sur le module nutritionnel, un cours sur le fer. Oui. Mais dans ce cours, il a été dit qu'il y avait une réserve suffisante en fer jusqu'à 6 mois. Chez le prématuré? Non, c'est le sujet à terme. Voilà, donc là je pense que c'était une remarque que quelque chose que j'avais marqué. Il fallait ce qu'il a donné, c'est bien chez les prématurés. Quand tu regardes, c'est qu'il y a un nourrisson qui pleure à côté, c'est Modou. Voilà. Donc, tu te regardes bien, c'est faible poids de naissance qu'elle a donné. Donc, forcément, c'est chez les faibles poids de naissance la supplémentation systématique en fer. Bon, maintenant, après l'âge qu'elle a donné, qui est plutôt le poids 1,5 kg, moi, dans mes lectures, c'est plus 2 kg hein, en pratique. C'est les moins de 2 kg. Chez lesquels on va jusqu'à l'âge d'1 an, mais quand même 2-3 mg, 5 mg kilo, ça me semblait excessif. Et chez les plus de 2 kg, jusqu'à 2,5 kg, 1 à 2 mg et pendant 6 mois. Mais c'est bien clair que la supplémentation systématique en fer ne concerne que les nouveau-nés de faible poids de naissance, pas forcément chez les nouveau-nés en prévention. C'est bon, Modou. Oui, c'est bon, professeur. D'accord, ça fait partie c'est pas grave, il faut pleurer. Hein. Je pense que c'est bien toi, il n'y a pas de souci. Donc, c'était la remarque, c'est une remarque que je voulais faire par rapport aux posologies et à la tranche de poids proposée. Pascal, et puis c'était une question, il faut que vous donniez peut-être vos sources, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a un document dans lequel tu as trouvé cette tranche de poids ou pas? Peut-être tu pourras y répondre. Peut-être tu peux y répondre tout de suite, peut-être pour nous dire, Pascal ou bien le groupe, pourquoi vous avez choisi les 1500 grammes. Où est-ce que vous avez vu dans quel document vous avez vu ça? D'accord, professeur. On a utilisé vraiment beaucoup de documents, mais nous l'avons retrouvé ici dans les pratiques de transfusion de globules rouges et... Non, pas de transfusion, de supplémentation en fer. Excusez-moi, c'est ici. Soit dans la néonatologie base scientifique et aussi dans le Harriet Handbook. Je pense que je vais partager ça. Oui. Et c'est bien 1,5 kg qu'ils ont mis et non 2 kg. Hein? Oui, oui. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est qu'on regarde les recommandations de la Société française de néonatologie par rapport à ça. Ça va peut-être permettre de... Ça ne change pas, en fait, c'est vraiment... Mais 5 mg kilo quand même, ça me semble énorme de faire. Parce que si tu en donnes beaucoup,